Sure. Ça marche, ça? Sure. I wish I can do it. Faites marcher mon micro plutôt que... Ça, c'est à vous. Oui, oui, d'accord. Ah oui, donnez-moi... Oui, merci. May I ask you to sit down? Please be seated. We are going to... Maintenant, on va entamer la séance plénière de clôture. Je suis sûr que vous êtes tous un petit peu fatigués. Désolé du beau temps. Comme je l'ai dit hier, on a eu le choix entre la pluie et le soleil, et on a choisi le soleil. Donc, il fait chaud dans la salle. Donc, on va commencer. C'est la séance de clôture. Ce que nous allons essayer de faire pendant à peu près 1 heure encore, c'est de tirer des conclusions pour essayer de tirer quelques conclusions sur la base des conversations qu'on a eues. Demain, il y aura la réunion des chefs d'État du G8 et notre délégation va donner des informations sur les discussions qu'on a eues ici. Donc, c'est très important que vous nous écoutiez. On va essayer de démarrer tout de suite et de organiser une interaction avec la salle pendant les 10-15 dernières minutes, donc pour vous donner cette possibilité pour donner votre avis. Alors maintenant, on va regarder quelques diapositives. En fait, ce sont les points clés qui ont été évoqués. Qui ont été évoqués soit par les animateurs à la fin de la séance, soit par certaines personnes pendant les discussions. Donc, ce sont les points clés, les conclusions clés. Tout d'abord, et je ne vais pas en fait vous demander tous de réagir à chacun des points, mais on va peut-être écouter 2-3 personnes et puis passer aux questions suivantes. Et par la suite, une discussion d'ordre général. Tout d'abord, des questions concernant l'Internet et la croissance économique. Les États devraient donner l'accès Internet aux citoyens sans réglementation de contenu. Il faut un minimum de réglementation. On crée des emplois sur Internet grâce à des petites entreprises et pas des grandes entreprises. Le secteur privé trouve des solutions techniques plus rapidement que l'État, les solutions trouvées par l'État. Alors, qui aimerait faire des remarques là-dessus? Joe, Maurice, quand... Oui, vous avez le microphone et on vous entend. Quand on a démarré, on s'était accordé que c'était ça, en fait, la question primordiale. Demain, au démarrage du G8, il faut se le dire, si on ne se concentre pas sur la création d'emplois, à ce moment-là, ça veut dire que les chefs d'État ne se concentrent pas sur la bonne question. Chez moi, Silicon Valley, il s'agit de petites entreprises qui créent des emplois. Donc, si moi, je devais laisser un seul message ici, ce serait ce que je dis en fait à mes enfants. Les deux ont eu leur diplôme et je leur dis, si vous voulez un bon emploi, il faut aller fonder une entreprise. C'est ça, en fait, la tendance de fond que je vois. Et je pense que c'est une des seules façons de gérer ce problème, de trouver une solution au chômage de jeunes qui est un fléau mondial. Il faut utiliser Internet et créer des petites entreprises. Alors, la deuxième phrase, la création d'emplois sur Internet, c'est grâce à des petites entreprises et non pas des grandes. C'est pas tout à fait juste.
car il y a les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises qui créent des emplois aussi. C'est vrai qu'on voit une création d'emplois par les grandes et les petites entreprises également. Et on sait que les très grandes entreprises créent des emplois également. Donc il faudrait en fait reformuler la deuxième phrase un tout petit peu. Ce n'est pas uniquement les petites, mais c'est les petites et moyennes et grandes. Concernant le deuxième point, moi je dirais que ce n'est pas seulement les petites entreprises qui créent des emplois. On voit une réinvention du rapport avec le client, une personnalisation des services, et on voit cela, on voit la transformation numérique, et la création d'emplois n'est pas uniquement effectuée par les petites entreprises. C'est vrai qu'il y a beaucoup de petites start-up, petites entreprises, mais les grandes entreprises peuvent également réinventer leur modèle grâce à Internet. Et donc, ils peuvent se réinventer et sauver les emplois et créer de nouveaux emplois grâce à cela. Je suis entièrement d'accord. Publicis n'est pas une grande entreprise. On est une entreprise moyenne, seulement 50 000 salariés. Et on a créé plus de 5 000 emplois l'année dernière. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. D'autres réactions? Alors, le dernier point, la question de l'innovation. Hier, le président Sarkozy nous a parlé de la troisième révolution et je pense que pour notre cible, c'est 2015. Pour 2015, il faudrait que chacun ait accès à Internet au débit. Aujourd'hui, il n'y a que 30% qui ont vraiment accès à l'Internet au débit. Donc, c'est un défi important. Et on pense que ce sera grâce à l'innovation qu'on y arrivera. Il faut que tout le monde puisse y accéder. Et il faut que ce soit qu'il y ait un accès à un prix raisonnable. Et ce sera fait grâce à l'innovation. Et puis une solution verte. Il faut une solution verte, oui. Les solutions vertes peuvent nous aider à réduire les prix également. Il s'agit de faire des investissements sur la longue durée. Et je crois que c'est une chose importante. Et puis je suis d'accord avec vous, il faut vraiment écouter les clients. Une innovation qui tient compte des besoins du marché et des clients. Je suis un petit peu mal à l'aise avec cette idée de dire que les États devraient donner accès à Internet à ses citoyens. Je pense qu'on est toujours dans une économie de marché. Il y a beaucoup d'entreprises privées dont c'est l'activité principale que de donner l'accès d'Internet aux clients. Donc l'État devrait promouvoir, encourager l'accès, mais ne devrait pas donner cet accès aux citoyens. Jean-François. À mon avis, alors, la création d'emplois grâce à Internet, on en parlait hier, la création d'emplois est possible si un écosystème favorable et c'est fait surtout par les petites entreprises. Je ne dirais pas que ce n'est pas fait par les grandes entreprises, je dirais que c'est grâce à un écosystème favorable et surtout les petites entreprises. Par rapport à ce qu'on a dit, je dirais par rapport aux grandes entreprises, l'Internet permet une plus grande productivité. Pensez aux pays développés. Leur croissance va être grâce à une productivité accrue. Donc, il faudrait parler de productivité. C'est en fait une autre valeur ajoutée. On pourra maintenant passer à l'écran suivant. Si on passe autant de temps sur chacune des questions, on n'aura pas assez de temps. Moi, je n'ai pas d'autres réunions par la suite. Jusqu'à 9h ce soir. Ça ne m'ennuierait pas. Alors, la deuxième question. Pendant la deuxième séance, on a parlé de l'Internet et de la société. Et les points sont les suivants. Il faut qu'il y ait un gouvernement qui tienne compte des entreprises, de la société civile et du gouvernement. Donc, il s'agit de coopération, de collaboration, de coopération pour qu'il n'y ait pas de décisions prises unilatéralement. Toutes les technologies peuvent avoir des effets néfastes si c'est mal utilisé. Et puis, l'Internet peut aider les petites marques à faire concurrence aux autres. Oui, la première phrase, je pense qu'il s'agit d'une coopération, d'une collaboration, mais je ne suis pas certain non plus de ce que veut dire la première phrase. Je ne reconnais pas entièrement ce qui a été dit là.
pourrait passer à la phrase suivante. Pas d'autres remarques? Ben, est-ce que vous allez passer en revue 14 écrans lors du G8? Est-ce qu'il s'agira simplement d'une ou deux phrases clés? Oui, mais là, on va sélectionner les points clés qu'on va leur présenter. Donc, on n'a pas besoin vraiment de pinailler sur chaque mot. Non, c'est vrai. Il ne faut pas faire de la rédaction ensemble. On veut savoir, on veut expliquer comment ça va se passer demain. On veut en fait leur donner l'idée générale. Ce n'est pas une question de libellé précis, de rédaction précise. Il faut simplement leur expliquer des idées clés. Donc on va être sûr de leur expliquer les idées de base, les idées principales, les messages les plus importants pour les chefs d'État et de gouvernement. Voilà, donc question suivante. Si vous avez des remarques concernant ce que nous a dit Rupert Murdoch, il nous a parlé de l'enseignement et du fait que nous avons besoin d'aider les gens dans le monde entier, de recevoir un meilleur enseignement grâce à l'Internet et grâce aux différentes possibilités numériques. Pour les 8 chefs d'État et de gouvernement demain, le message clé, c'est que notre système d'éducation ne produit pas les informaticiens, les ingénieurs dont on a besoin au sein de chacune des économies pour faire ce qu'il y a à faire. Donc, s'il s'agit du G8 et du bien économique, eh bien, pour la première fois aux États-Unis, nous avons moins d'ingénieurs diplômés ces 2 dernières années. Et pendant 40 ans, il y a eu toujours une augmentation du nombre d'ingénieurs diplômés chaque année. Donc ça, c'est sûr, tout le monde est d'accord. L'enseignement est clé pour l'avenir et c'est quelque chose qui implique l'État. Oui, alors, c'était très intéressant. Quand on réfléchit à ce chef d'État, la dépense d'État, le déficit public est très important. Optimiser la dépense publique. On a dit très brièvement qu'on peut améliorer les systèmes de santé grâce à l'Internet et la technologie. Personnellement, moi, je dirais qu'on peut optimiser les dépenses de santé publique et d'éducation grâce à l'Internet. Donc ça, c'est quelque chose d'important. On sait, pour les chefs d'État, que c'est important d'essayer de gérer au mieux les dépenses publiques et je pense que grâce à l'Internet, on pourrait mieux contrôler les dépenses sur l'enseignement. Il ne s'agit pas simplement de logiciels, mais d'interaction entre les personnes rendues possibles grâce au logiciel. Et cela pourrait augmenter la productivité. Donc, je ne parlerai pas de réduction d'emploi, mais on pourrait augmenter la productivité grâce à cela. Oui, alors, si on donne accès à Internet aux grandes masses d'enfants dans le monde, c'est très important. Ce serait important pour éduquer les jeunes, pour qu'ils puissent trouver un emploi par la suite. Donc, c'est très important pour la jeunesse dans tous les pays. Je ne sais pas ce qu'il en est dans d'autres pays, mais au Japon, le gouvernement essaie de faire très attention, n'aime pas que les jeunes utilisent Internet et les téléphones portables, s'occupe du contenu, a peur de contenu risqué, problématique. C'est une tendance naturelle des États d'essayer de protéger au maximum les enfants, mais parfois, il y a un peu trop de protection. Donc, il faut essayer de mieux apprendre l'éthique, essayer d'apprendre les gens comment utiliser au mieux l'Internet. Donc, l'idée d'informer les gens comment utiliser au mieux l'informatique, mieux apprendre aux enfants comment se servir de l'Internet. Au lieu d'organiser beaucoup de pare-feux et limites à accès pour protéger les jeunes, il faut leur apprendre comment se servir de l'Internet. Très bien. Pas d'autres remarques? Alors maintenant, la page suivante. C'était la 3e plénière, le net du futur.
On le sait, les machines vont se communiquer entre elles de plus en plus. Du coup, une panne d'infrastructure sera de plus en plus problématique. Les gouvernements doivent développer une politique justement pour faire face aux problèmes d'infrastructure, au développement d'Internet à venir, sur base de à quoi va ressembler l'Internet à l'avenir, plutôt que de réfléchir à ce qu'il ressemble aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des réactions à cela? Rien. Une réaction? Eh bien, je pense que la deuxième phrase pourrait être quelque peu dangereuse. Quelque chose d'intéressant que moi, j'ai appris de ce qu'a dit Mark Zuckerberg, c'est la loi des conséquences inattendues. On essaie de réparer quelque chose et du coup, puisque c'est un système si complexe, on crée 5 autres problèmes. Et moi, honnêtement, je n'ai pas de confiance pour ce qui est de l'état de leur compréhension de l'Internet. Ils veulent réparer quelque chose, faire du bien dans un endroit, mais il ne faut pas qu'en même temps, ils créent des problèmes dans beaucoup d'autres endroits en même temps. Et je crois que Marc a bien soulevé ça. Donc, pour vous, c'est l'idée de dégâts collatéraux. Quand on a une bonne intention, une loi qui est bien intentionnée, mais en fait qui provoque des dégâts ailleurs. Eh bien, nous voudrions que les gouvernements développent leur politique sur la base d'une vision d'ensemble. Il faudrait qu'ils en aient une. Je ne sais pas si elles ont une vision d'ensemble, elles ont une vision politique, mais il faudrait qu'elles aient une vision technique sur l'Internet. Je suis sûr qu'ils sont à peu près au courant de ce qui va se passer et ils doivent avoir une boule de cristal. Ils comprennent très bien le futur, je leur fais confiance. Ils savent exactement ce qui va se passer à l'avenir. C'est bien pour cela qu'on se prépare à l'avenir aujourd'hui, qu'on essaie de prendre toutes les bonnes décisions. C'est bien ça, non? Vous êtes sceptique? Vous le voyez, Stéphane est très optimiste. Il est comme moi. Il croit que le gouvernement a vraiment une vision. Je n'en sais rien, mais je sais que certaines personnes sont réticentes par rapport à l'idée de réglementation ou de politique, décider des gouvernements, que les gouvernements essaient de gérer l'Internet. Donc, cette phrase ne correspond pas exactement à ce que moi j'ai entendu, mais en tout cas, j'aurais 2 remarques rapides à faire. Tout d'abord, concernant la première phrase, je pense que, et c'est un message important pour les États, on parle de l'importance de la sécurité de l'Internet. Et une mission importante et légitime des gouvernements qui doivent justement nous garantir la sécurité des réseaux d'Internet. Et puis, sur le deuxième point, on peut parler d'un Internet juste et équitable. On pourrait peut-être évoquer ce point. Je ne sais pas s'il faudrait des règles à cet égard, mais l'idée est que l'écosystème de l'Internet devrait être équitable, juste, un peu comme le commerce équitable. Moi, je crois que c'est quelque chose d'important. If I summarize that there is... Si je résume, il y a 3 aspects dans ce que vous faites qui vous préoccupent. Premièrement, l'aspect de la sûreté. Deuxièmement, l'aspect de la possibilité qu'Internet soit encombré en quelque sorte le goulet d'étranglement. Donc il faut traiter la question des flux d'informations. Et troisièmement, le fait que nous devons faire preuve d'une grande prudence en ce qui concerne l'intervention des gouvernements en termes de réglementation, si nous n'avons pas confiance. En revanche, nous pensons que les gouvernements peuvent aider à définir l'accès de manière équitable pour tous. Je pense que nous avons 3 messages au maximum qu'on peut faire passer, de toute façon. Je ne résume pas. Je reste sur la slide en français.
Bon, alors. C'est la propriété intellectuelle à l'ère numérique. Alors, cela a été une discussion très animée. Il y a eu beaucoup de polémiques, des points de vue contradictoires. Alors, ce qui a été résumé est qu'une économie numérique saine requiert la protection de la propriété intellectuelle. Et la question, c'est à quel coût? Donc, c'est un message qui est clair. Ça reste une question ouverte. Il faut trouver des solutions avec les nouvelles technologies qui protègent les droits d'auteur par opposition à des lois et des réglementations. Donc, si j'ai bien compris, et j'étais dans la salle, les gens disaient c'est beaucoup mieux de trouver des solutions technologiques qui aident à protéger les protocoles plutôt que d'avoir des lois qui sont rigoureuses mais difficiles à appliquer. Et troisièmement, et cela n'est pas synonyme de la propriété. Alors je crois qu'Éric veut dire quelque chose à ce sujet. Je suis d'accord avec la manière dont cela est formulé. Il y a un désaccord sur l'application des règles. Si on réfléchit, les droits d'auteur sont un équilibre des intérêts entre l'utilisateur et le propriétaire, c'est-à-dire l'auteur. Donc c'est un droit partagé. Il y a une différence du point de vue juridique, et cela existe depuis des centaines d'années entre l'Europe et les États-Unis. Mais il y a cette vision de partage. Xavier, nous ne parlons pas d'application. Nous savons que vous êtes un fan d'Adobe. Nous ne parlons pas des brevets d'application, qui est différent en Europe et aux États-Unis, qui pourrait être un gros problème pour l'innovation. Bon point. Oui, je suis d'accord. Il faut mentionner. Il faut dire qu'il y a un problème en ce qui concerne le brevetage des applications. Alors, à ma droite, Jean-Bernard. Rapidement, oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Je me demande pourquoi nous demandons le coût. Pourquoi est-ce que ce coût, en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle, pourquoi nous ne parlons pas d'autre chose? Et que la question est le coût. Si nous devons dire quelque chose, l'auteur doit décider s'il veut créer gratuitement ou pas, et le prix du marché, en quelque sorte. Donc, nous pourrions... J'enlèverai les 5 derniers mots. Alors, moi, j'étais dans la session, et en fait, est-ce qu'on va d'un extrême? Comment est-ce qu'on règle le balancier? Donc, il y a un extrême avec beaucoup de réglementations sur les droits d'auteur, les brevets, les protocoles, et à l'autre extrême, les gens disent tout doit être accessible et gratuit. Alors, question clé est où on place le curseur. Et lorsqu'on parle du coût, je crois que c'est ce qu'ils entendent. Je pense qu'il n'y a pas de compromis possible sur la propriété intellectuelle. Je pense que celle-ci appartient à l'auteur. Malheureusement, ce n'est pas ce que dit la loi. La loi dit qu'il s'agit d'un objectif partagé avec une utilisation équitable, et cela varie selon les pays. Moi, je serais contre une déclaration absolue. Je pense que cela ne serait pas exact. Je serais opposé à l'idée de dire qu'il s'agit d'une propriété absolue, mais je suis naturellement en faveur des droits d'auteur. Donc il y a un désaccord là-dessus. Il est en faveur. Il est en faveur des droits d'auteur, c'est ce qu'il a dit. Donc vous prenez cette partie de la phrase. Donc protection des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle. D'accord. Alors, je retiens ces 2 points. Je crois que cela se fera une discussion. Il faudra être très ouvert dans notre manière de présenter les solutions.
ou en tout cas les points. Alors, je passe à la slide suivante. Discussion entre Andrew Mason et Gilles Babinet. Je ne sais pas s'il y a des commentaires à faire là-dessus, puisqu'elle était basée sur le commerce électronique. Donc, je pense que nous allons passer directement à un autre duo néerlandais de ce matin. Le deuxième point, si on peut dire que Internet n'aide pas seulement le commerce électronique, mais contribue aux transactions en ligne et dans l'économie réelle, cela serait positif. Oui. Mais je pense que lorsque nous devrons résumer le point, il est clair qu'il faudra être extrêmement sélectif. Et vous aurez la possibilité, puisque vous faites partie de la délégation demain, mais vous pourrez faire valoir ce point. Bien. Alors, il y a eu donc ce duo néerlandais. Il y a des points clés qui ont été sélectionnés. Certaines questions nécessitent des règles. Seul le secteur numérique n'en a pas. Est-ce que les politiques doivent s'en occuper? C'est une question intéressante. Les règles ne doivent pas être mondiales. La législation, les règles doivent être globales, mondiales. Je comprends ça. Message aux chefs d'État du G8, prendre la question au sérieux, prendre des décisions, mettre en œuvre, examiner. Nous sommes pressés. Le temps presse. Ensuite, alors, Ben, vous pensez que c'est un bon résumé? Je n'en suis pas certain, mais je voudrais attendre la fin. Je voudrais proposer certains sujets. D'accord, très bien. Eric? Encore une fois, il y a un avantage à coopérer pour avoir des règles mondiales et globales. Mais ce qui me préoccupe, c'est que comme ces questions concernent des lois qui existent depuis de nombreuses années, il y a des différences culturelles, économiques, etc. C'est un peu réducteur de dire qu'il faut prendre des décisions, les mettre en œuvre, les examiner, que le temps presse. Je pense que lorsque nous établissons des règles mondiales, on arrive au plus petit dénominateur et que cela ne se traduit pas toujours par le meilleur résultat. La philosophie est que tout le monde a la même chose. En fait, il faut aborder ces questions de liberté d'expression, de l'individu au cœur du dispositif, tout ce qui concerne la démocratie. Quelques commentaires supplémentaires. Lorsqu'on examine le succès de l'Internet, en fait, la confiance est un élément clé. Et je pense qu'il faut qualifier ces politiques qui requièrent une réelle coopération, la sécurité et la confidentialité. Ces questions sont liées. Nous, en tant qu'entreprise, évoquons cela tous les jours avec les consommateurs, avec la Commission européenne, avec les États, les États-Unis, le Japon, l'Asie. Et je crois que ce sont des thèmes qui sont vraiment tout en haut de la liste. Donc, j'apporterai cette nuance. Bien, on continue. Encourager l'innovation. L'innovation vient des outsiders. Les gouvernements ont tendance à protéger les opérateurs historiques. Cela concerne l'allocution de Lawrence Lessig. Créer une société technologique est plus difficile en Europe en raison de la fragmentation du système de réglementation. Y a-t-il une réaction à ça, Stéphane? Je suis d'accord avec la deuxième phrase, mais pas complètement avec la première. Et pour être tout à fait honnête, je me demande
ce qu'est un opérateur, quel opérateur historique, dans quel secteur, dans les applications, les télécoms, qui sont les opérateurs historiques. Et je pense que c'est faux. Et franchement, c'est inhabituel. En fait, c'est l'élément clé de Florence Lessing ce matin, pensant que les gouvernements protègent les intervenants historiques et qu'en réalité, tout ce qui est nouveau, innovant, vient des outsiders qui ne sont pas des intervenants historiques de par leur organisation, leur infrastructure, leurs investissements, etc. Mais je comprends ce point, c'est clair. Alors, quelqu'un d'autre veut-il intervenir là-dessus? Bon, très bien. Bon point. Je continue. Transformation numérique. C'était la séance sur la transformation de votre entreprise pour passer d'une activité analogique avec tous les outils du numérique. Toutes les activités, non seulement les activités liées à l'Internet sont transformées en raison de l'Internet. Le marché du travail devient plus souple, plus précaire, et ce problème, les réseaux sociaux nécessitent un leadership plus réactif et plus transparent. Qui veut réagir à cela? Maurice, bon, je ne suis pas sûr de vouloir citer McKinsey, mais on me dit que pour un emploi perdu, on crée 2,8 emplois. Donc il faudrait au moins rappeler cela. C'est vrai que c'est difficile lorsque le monde est en train de disloquer. Le gouvernement doit soutenir l'ajustement social, cette adaptation. Ce qu'on détruit en un endroit, on crée dans un autre endroit. C'est pour ça qu'il faut être souple afin que cela se produise, sinon vous ne créez pas les autres emplois. Je voudrais réagir à ce qui concerne les réseaux sociaux nécessitent un leadership plus réactif. En Chine, la manière d'influencer le gouvernement et comment aider Internet dans les régions pauvres de la Chine. On essaye d'influencer les autorités locales et d'évoquer la santé, l'éducation. Le gouvernement a pris la décision l'année dernière qu'en 2015, tout le monde dans cette province devrait avoir un document de santé en ligne. Et ce document de santé en ligne pourrait... Je crois que ce serait très intéressant pour les agriculteurs. En Chine, actuellement, si vous allez à l'hôpital A, ensuite vous vous rendez à l'hôpital B, et ensuite l'hôpital C, il faut payer chaque fois. Mais après, on pourra convaincre le gouvernement afin que celui-ci prenne les décisions d'apporter son soutien. Et cela pourrait être utilisé de manière très large en Chine. Je pense que l'éducation, la question de l'éducation et du leadership, ce sont des questions très importantes. Hiroshi, vous voulez ajouter quelque chose? J'ai lu les documents et il n'y a pas de description de la technologie cloud. Et il va y avoir des informations stockées, y compris des données sur les personnes, sur la santé. Au Japon, en tout cas, le gouvernement ne prend pas ce système cloud au sérieux. Il y a des règles, des éléments qu'on ne peut pas stocker. Donc, je pense que cela est en train d'évoluer. Et il faut éduquer nos dirigeants du G8 là-dessus, et cela sera très important. Bien. Alors, je voudrais simplement ajouter, je crois qu'il y a un consensus. Nous avons identifié 6 domaines où le gouvernement
où le gouvernement peut intervenir, encourager l'accès au débit, protéger la propriété intellectuelle, l'éducation, la santé, la sûreté et la confidentialité. Je pense qu'il n'y a pas de nécessité de leadership particulier de la part des gouvernements. Moi non plus, je ne crois pas, et je ne suis pas certain que cela apportera quoi que ce soit. Mais cela fait l'objet des discussions. Et maintenant, nous procédons à la sélection. Alors, on passe au slide suivant. La construction des bases, l'art du start-up. Les gouvernements ne doivent pas intervenir au niveau des start-up. Assurer l'accès au débit pour les citoyens, aider les startups à se développer et à intervenir au-delà des frontières. Le G8, je ne sais pas ce que ça veut dire, G8, dit M. Lévy, le G8 pourrait promouvoir un portail d'information pour les entreprises coordonnées par les gouvernements, regroupant les traités d'imposition, les exigences de visa, les permis de séjour, les règles en matière d'emploi et les pratiques locales. C'est beaucoup, dit M. Lévy. Moi, je resterai sur la première phrase, personnellement, mais on va en discuter. Y a-t-il des commentaires ou des suggestions ou des réactions? OK. Oui, la première phrase résume tout. Oui, la première phrase dit l'essentiel. Très bien. On passe à la suivante. Le contenu est roi, le divertissement à l'ère numérique, les droits d'auteur, les droits des artistes, on en a déjà discuté. Qui applique les règles et comment les faire appliquer? Le G8 devrait parler de l'harmonisation des règles internationales. Des réactions? Il me semble qu'on a déjà traité tous ces points. Déjà, non? C'est bien le cas. Voilà, donc on passe à la phase suivante, la liberté électronique, de nouveaux outils pour la liberté. Il faut un engagement mondial à la liberté sur Internet grâce à une réponse collective. Différentes politiques des entreprises, Facebook et Google ont eu un impact important sur la liberté d'expression et les protestations lors du printemps arabe. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais peut-être qu'on pourrait faire une remarque sur le deuxième point. Moi non plus, je ne suis pas sûr ce que ça devrait vouloir dire, mais je pense qu'il y a des différences, oui. Je ne sais pas ce qu'elles sont, mais j'imagine qu'il y en a. Parce que c'est vrai qu'il y a des différences entre Facebook et Google. Je ne sais pas si c'est forcément une mauvaise chose qu'ils aient des politiques, des règles différentes. Pour ce qui est de la liberté, on est d'accord, bien entendu, par rapport à la liberté d'expression. Et la liberté... il ne devrait jamais avoir d'entrave à la liberté d'expression. Alors, le slide suivant. Il faut être dans le présent, la mobilité change tout. Les téléphones mobiles peuvent vraiment réduire la frontière entre la communication, le réseau social et le commerce. La réglementation devrait être minimale. Et puis, les consommateurs vont mettre un frein aux abus. Les téléphones mobiles devraient être gérés par des gatekeepers. Ça pourrait être dangereux. Il faudrait un contrôle antitrust très fort. Voilà. Si des gens s'intéressent aux communications mobiles, peut-être que Stéphane s'y intéresse. Donc, il va vouloir réagir à cela, je pense. Tout d'abord, pour ce qui est des opérateurs, Stéphane, Jean-Bernard et Xavier. Et puis... on va parler de ce qui permettent ce trafic, Jean-Philippe et Eric. Honnêtement, je ne vois rien de trop problématique sur cet écran. Pas de remarques, je suis en fait d'accord avec les points. Jean-Bernard. Je ne sais pas si c'est pour la discussion entre chefs d'État. Ce sont des déclarations qu'on pourrait préciser. Je ne sais pas quoi en faire exactement. D'accord, oui. Eric, des remarques? Non? Moi, je les dirais autrement, dans l'autre sens. Afin de réaliser
l'informatique mobile, il faut des marchés qui puissent se faire concurrence à chaque niveau. La concurrence, ça veut dire des choix multiples et la possibilité aux nouveaux entrants d'entrer sur le marché. Oui, c'est bien dit. On dirait que vous travaillez chez Google. Ensuite, eh bien, on a des préoccupations dans le domaine des applications pour les smartphones. On a une préoccupation. Par exemple, une entreprise comme Apple contrôle vraiment les applications et on n'y peut rien. En tant que fournisseur de contenu, on a quelques préoccupations. Si tout pour le smartphone doit transiter par le biais du marché des applications d'Apple, on a le choix de téléphone portable. Il n'y a que deux possibilités en fait, mais trois, si il y en a trois. Vous avez Android aussi. Oui, il y a Microsoft, Google, et on oublie trop vite Microsoft. Et puis il y a le BlackBerry, oui. Le gouvernement ouvert, des données ouvertes, publication en ligne et les différents points. Oui, c'est très important. Les PPP peuvent nous aider à faire en sorte qu'on ait des systèmes de données ouverts et le gouvernement devrait faire en sorte que toutes les données du gouvernement soient mises en ligne et peuvent être lues par des machines. Des remarques là-dessus? Moi, j'aurais quelques commentaires, Eric aussi. Moi, j'étais dans cet atelier, j'étais membre du panel, et le troisième point est important selon moi, c'est-à-dire que toutes les informations du gouvernement doivent être mises en ligne, doivent être disponibles en ligne. On a maintenant dans le cloud des plateformes qui nous permettent d'accéder à ces données. Les entreprises, les gouvernements, les citoyens peuvent accéder à ces informations. Et comme cela, il y a plus grande participation. Un bon exemple aux États-Unis, au Royaume-Uni, et le gouvernement français vient de lancer une initiative à cet égard concernant la santé, l'environnement, l'éducation. Il y a un site web au Royaume-Uni qui s'appelle où est-ce qu'on investit vos impôts? Où va l'argent des contribuables? Moi, je suis d'accord avec cette idée. Et puis, autre chose, il faut permettre aux entreprises et aux développeurs d'utiliser ces données ouvertes, ces informations disponibles. Alors, la page suivante, l'innovation extrême. Il faut que le gouvernement laisse tranquille l'Internet. Il faut éliminer les brevets sur les logiciels. Je suis sûr que Microsoft serait content d'entendre ça. Google aussi. Il faut harmoniser les réglementations nationales. Alors, est-ce que vous voulez éliminer les brevets sur le logiciel? On n'a jamais dit ça. Je respecte toutes les formes de propriété intellectuelle, le droit d'auteur, les brevets, les différents régimes. En fait, c'est une simplification. Les brevets logiciels vont rester là, vont toujours être là. Aux États-Unis, au moins, il y a une question concernant la qualité des brevets. Aux États-Unis, c'est étonnant. Il y a un tribunal qui s'occupe de la moitié des brevets sur les logiciels. C'est dans l'est du Texas, un seul tribunal. Le principe n'est pas bon si c'est un tribunal qui s'en occupe surtout. Donc c'est une question de détail, mais c'est irréaliste de vouloir éliminer les brevets sur le logiciel. Google est pour les bons brevets sur le logiciel. Les mécanismes ne sont pas toujours les bons, mais les brevets sont nécessaires. Je pense qu'on est tous d'accord. Il faut que les gouvernements n'empêchent pas ce qui se passe sur Internet. Oui, mais le problème, c'est que les phrases sont trop larges. Je suis d'accord avec l'idée de base, le sentiment, mais l'Internet reflète la société en tant que telle. Donc on ne veut pas que sur Internet, on puisse organiser des actions criminelles. Donc je ne serais pas d'accord de ce point de vue-là. Je ne voudrais pas que les terroristes utilisent Internet non plus. Donc c'est toujours difficile de s'accorder sur une phrase si vague. La philosophie est la suivante, une réglementation light, légère, minimale, pour que l'Internet puisse croître.
il s'agit d'innovation extrême. Oui, mais c'est extrêmement mauvais, cette idée. Alors, la phrase suivante. Partager la valeur, comment partager les gains de l'Internet. Si on ne pouvait pas partager, on ne pouvait pas créer des valeurs économiques et sociales. Le marché seul ne va pas s'organiser au mieux afin de servir les endroits moins peuplés. Ça, je vois bien. C'est-à-dire que pour certaines personnes, là où ce n'est pas rentable d'organiser l'Internet au haut débit, eh bien, il faut prendre une décision afin que le haut débit soit disponible même dans ces zones qui ne sont pas très peuplées, même si le retour sur l'investissement ne serait pas le même qu'ailleurs. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas de remarques là-dessus? D'accord. La question suivante. Le dilemme des informations. Les consommateurs doivent pouvoir gérer qui a accès à leurs informations. C'est ça l'idée de vie privée. La réglementation sur la vie privée, en fait, restreint la liberté de parole. Il faut faire cela avec grand soin. Donc, deux aspects. Tout d'abord, il s'agit des informations. Les consommateurs devraient pouvoir gérer l'accès à leurs informations. C'est ça l'idée de la vie privée, des données privées. Les lois sur la vie privée peuvent restreindre la liberté d'expression et il faut faire très attention à ça. Personne ne peut, par exemple, appeler à des actes criminels. C'est ça l'idée, je crois. Est-ce que vous voulez réagir à ces idées? Et on revient à cette discussion sur la vie privée. C'est un sujet important dont on a parlé tout à l'heure. Ce n'est pas facile. Où est-ce qu'on met les frontières? Mais c'est sûr que c'est une question de base dans la société Internet. Alors, je crois que ça va être le dernier. Oui, c'était le dernier. Alors, maintenant, ce que j'aimerais faire, il nous reste 14 minutes. Pendant 8 ou 10 minutes, j'aimerais qu'on ait une interaction avec la salle. Donc, vous allez pouvoir formuler vos remarques, poser des questions, bref. Et puis, il y aura des dernières conclusions avec les membres du panel. Voilà, on va démarrer au premier rang. Est-ce que vous pouvez vous lever, nous donner votre nom et soyez bref. Jean Caliste, journaliste au magazine Challenge. Merci pour tout ce que vous dites sur les gouvernements, mais je sais que l'Internet a été inventé par le CERN, l'institution publique. Et au début, c'était aussi un réseau militaire qui n'est pas une grande entreprise. En tout cas, j'ai une question. Aujourd'hui, c'est la Coupe du Monde d'Internet. Est-ce que ce sera une seule fois, donc? Ou est-ce que vous allez vouloir organiser cet événement du G8 à chaque fois qu'il y a un G8 dans le monde à l'avenir? Voilà une des questions, justement, que je voulais poser au panel. Donc, c'est quelque chose que le président Sarkozy a évoqué hier matin. Et je serais d'accord pour relever le défi. Personnellement, je serais d'accord pour que l'événement se renouvelle, mais il faudrait en discuter. Il faudrait savoir s'il s'agirait du même genre de réunion la prochaine fois. Alors, la personne suivante. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier de nous avoir permis, donné l'occasion d'avoir cette discussion aujourd'hui et de donner ces messages à nos dirigeants. J'espère qu'il y aura un autre EG8 et à ce moment-là, s'il y en a un autre, est-ce qu'il y aura plus d'interaction avec toute la communauté du web, le web 2.0, pour que tout le monde puisse y participer, tout le monde puisse faire ses suggestions, ses modifications, et faire connaître ses idées aux leaders du G8. Oui, très bien. Alors, la dame qui sera la personne suivante. Then we will... Juste pour la clarification, pour la plénière société et Internet, la présence de la société civile dans le premier point. La gouvernance, elle est multipartite en ce qui concerne l'Internet et c'est pour ça qu'il y avait la société civile qui était mentionnée. Et je voudrais que ce point reste, surtout si vous continuez à créer des EG8 dans les autres pays, notamment aux États-Unis. Sinon, mon regret,
par rapport à ce que vous présentez ici. C'est l'impression que le débat n'est pas sur les valeurs, n'est pas sur les principes, et que l'Europe est en train de s'écraser devant d'autres visions du monde, et que ça n'est pas égalitaire, alors que le point de vue des droits de l'homme est soutenu et défendu par l'Europe dans le monde. Je voudrais bien qu'on ne l'oublie pas au niveau du G8. Merci de votre attention. Merci, c'est un bon point. We will translate later because I want that we give the opportunity. Je voudrais donner la possibilité au plus grand nombre de personnes de s'exprimer. Je voudrais savoir votre point de vue. Donc nous parlons de l'accélération de la croissance. Comment aborder l'impact sur l'environnement, la consommation, l'impact en termes de l'énergie, en termes de l'augmentation des... Qui veut répondre à cette question? Comment traiter les déséquilibres? En fait, hier, je pensais que c'était bizarre qu'on ne parle pas de l'informatique verte, car l'informatique fait partie du réchauffement de la planète, donc tous les pays sont concernés, tout le monde va faire un effort, et c'est un point qui devrait être examiné chaque année. Quelle est la situation en matière d'environnement? Bien. Merci. Tim Draper, dans le capital risque. J'ai beaucoup apprécié la coopération, c'était formidable. Il y a un morceau qui manque, c'est la compétition, la concurrence, la valeur de la concurrence. Les gouvernements vont devoir être en concurrence avec vous pour vous retenir, et cette concurrence est précieuse. Et si tous les gouvernements se réunissent pour changer, imposer un seul modèle, alors la concurrence disparaît. Qui veut répondre à la question? Ou est-ce que nous la prenons comme observation? Oui, nous sommes d'accord. Le monsieur en chemise noire ou la dame? Je ne vois pas d'ici. Je suis un peu vieux. Je devrais mettre mes lunettes. Anne Besançon from... Anne Besançon, Placecast. Cet événement est exceptionnel. Donc, félicitations d'avoir réussi cela. Une proposition, j'ai parlé avec beaucoup de personnes et je crois que vous avez toutes les ressources dont vous avez besoin pour répondre aux questions, mais c'était très difficile de le faire avec 600 ou 700 personnes. Et quand on envisage les questions d'avenir du G8, privilégiant un thème, avec moins de gens qui sont des experts, et est-ce que nous pouvons proposer des solutions? Ce serait plus constructif pour la définition des politiques des gouvernements. C'est une proposition de restreindre le nombre. Je crois que c'est plus une observation qu'une question. La personne en chemise blanche. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chemises blanches. Désolé pour ça. Alexandre Zapolski, je suis le CEO le PDG de Synagora. Je voudrais faire une proposition. Les sociétés, toutes nos activités, toutes nos entreprises existent parce qu'aujourd'hui, Internet est neutre et ouvert. Et il y a eu des applications ouvertes. Donc mon conseil ou ma proposition serait que nous ne devons pas oublier cela et nous devons dire au gouvernement de préserver la neutralité d'Internet, la manière dont Internet reste ouvert. Oui, on retient ce point. Mademoiselle. Hi, my name is... Bonjour Vincent Vito, merci pour ces 2 journées très intéressantes. Un commentaire, vous avez mentionné les gouvernements, il y a le secteur privé, vous avez la société civile. Juste pour dire
une chose qui doit être prise en compte, la justice, c'est-à-dire que dans tous les systèmes, il y a la justice et le secteur privé. Une question, comment la justice peut également fonctionner à la vitesse d'Internet? Un des points que je voudrais faire valoir pour nous tous. Merci. Je crois que c'est une observation plutôt qu'une question. Et Là, le monsieur. Yes. Yeah. Suggestion. Veuillez vous lever. Robert Lemay, France, une proposition. S'il y a nous permettre à la communauté Internet de venir avec les meilleures pratiques et que les politiques ne concernent pas notre domaine. Je propose que nous élaborions les bonnes pratiques entre les prestataires et les clients. Bonne suggestion, merci. Alors, nous allons essayer de résumer parce qu'il le faut. Il nous reste 6 minutes jusqu'avant la fin. Alors, on prend les questions une à une. En fait, il y a 2 questions. L'une d'elles, quel est le principal message qui, selon vous, doit être abordé? Deuxièmement, est-ce que vous êtes prêt à ce que se tienne un nouveau EG8 et pensez-vous que c'est une bonne idée et vous avez la possibilité d'ajouter quoi que ce soit? On vous demande simplement d'être très rapide. Franck, vous voulez démarrer? Alors, je vais essayer de comprendre votre question. Suggestion pour le G8? Un message, un seul message pour le G8. Un message. Vous choisissez celui que vous voulez transmettre. Et nous additionnerons tous les messages et si vous deviez faire part d'un seul message, quel serait-il? Nous avons eu une réunion à New York et l'objectif est qu'en 2015, tout le monde devrait avoir le haut débit, accès au haut débit. Donc ma proposition pour le G8 est car ce comité a déjà un document et une déclaration. Et il y a déjà eu un rapport soumis à l'ONU. Donc j'espère que cela sera la contribution au G8, parce que beaucoup d'organisations parlent d'Internet, du haut débit. Donc j'espère que cela, je pense que c'est le message pour le G8. Ils ont une très bonne idée dans ce document. Hiroshi, je pense que le principal message est qu'Internet, c'est une bonne chose et va créer un bon environnement et que les gouvernements doivent envisager l'utilisation d'Internet et non la restriction des possibilités. Et je propose pour le EG8, nous avons évoqué ce que nous devrions dire au gouvernement. Et nous avons ces magnifiques entreprises réunies autour de la table. Il faut que nous devenions des modèles pour les autres secteurs, pour que nous évoquions ce que nous pouvons faire pour l'environnement. Et en Japon, après que nous sommes confrontés à des pénuries d'énergie, ma compagnie a fait des économies de 30% et ce n'était pas très dur, on aurait dû le faire avant. Mais je pense que nous devons avoir une discussion collective pour dire ce que nous pouvons faire plutôt que de demander ce que doivent faire les gouvernements. Xavier, pas de réglementation. On ne peut pas réglementer Internet et davantage de G8 avec plus de sociétés Internet. Eric, je pensais que la liste était une bonne liste, les catégories sont justes et je rejoins Xavier. Il y a une tendance à réglementer, à vouloir structurer plutôt que demander si la technologie, le secteur technologique peut apporter une bonne solution. Donc, par exemple, la manière de rémunérer les auteurs, les nouvelles manières
détecter la fraude, la nouvelle mesure concernant la vie privée. Donc lorsque ces solutions ne sont pas disponibles, alors nous devons parler de réglementation, faire les choses dans cet ordre-là. Vous êtes en faveur d'un nouveau EG8? Oui, bien sûr. Réponse à la deuxième question, compte tenu des rôles des gouvernements et le rôle de l'Internet dans l'économie, il faut que cela soit pérenne, il faut trouver la meilleure façon de le faire. Mais je me demandais, nous n'avons peut-être pas passé assez de temps sur certains sujets importants. Si vous revenez quelques mois en arrière, vous voyez ce qui s'est passé en Iran avec les centrifugeuses. La technologie existe pour des dégâts énormes. Et nous n'avons pas, en tant que gouvernement, une possibilité de réponse, de réaction rapide lorsque cela se produira. Et c'est là où le gouvernement peut sans doute coopérer et travailler avec les industries de la technologie afin que nous puissions traiter et réagir à ces attaques. On pourrait en parler. Bien. Paul, le message est que l'Internet alimente la croissance et la création d'emplois, et donc il ne faut pas détruire cela. C'est une dynamique qu'il faut encourager, développer et alimenter. Il ne faut pas la limiter. Et en ce qui concerne le EG8, je dirais que j'imagine un G8 qui se réunirait avec des professionnels de l'énergie. Donc il faut davantage de EG8 afin que, je ne sais pas si c'est chaque année ou tous les 2 ans. Moi, tous les 2 ans, ça me paraît très bien. Merci Stéphane. Concernant les messages, je dirais tout d'abord promouvoir les investissements. Et sur la réglementation, la question de la réglementation, je dirais qu'Internet ne mérite pas une réglementation particulière, mais les règles de la société doivent s'appliquer à Internet. Par exemple, les droits d'auteur, la concurrence équitable. Je ne vois pas pourquoi Internet serait isolé du reste de la société en termes de règles. Je suis sûr que plein de gens seraient d'accord avec vous. Et en ce qui concerne le G8, je l'ai trouvé utile, intéressant, et je partage sans doute certains des commentaires qui ont été faits concernant la présence d'autres personnes, la société civile, les membres de la communauté du net. Et la prochaine fois, peut-être qu'il serait intéressant d'avoir une ou plusieurs de ces personnes dans la délégation ou sur la scène ou dans la délégation pour rencontrer les chefs d'État et pas seulement les personnes de grosses ou de petites sociétés. Bien. Alors, tout d'abord, j'adhère pleinement à ce que Stéphane a dit. C'était nous qui parlions de nous-mêmes. Et ça, c'est toujours quelque chose de très dangereux. Je voudrais rappeler le discours de M. Sarkozy. Il a dit 2 choses très importantes à mettre en perspective. Il a pris le risque de mettre cette question à l'ordre du jour. Et si je vois l'énorme liste de questions qui sont très importantes sur nous, ça ne va pas l'aider à avoir un public qui soutiendra une deuxième initiative. Alors, si on met ça à l'ordre du jour, il faut mettre l'emploi. Donc, il faut créer cet esprit d'entrepreneuriat, d'Internet. Deuxièmement, il faut que nous disions clairement qu'il y a une différence entre la réglementation nationale et la réalité mondiale de l'Internet. Et troisièmement, vous pouvez peut-être avoir 3 ou 4 questions où vous allez apporter une solution. Si vous avez ces 3 principes, vous avez vraiment très bien travaillé avec un public qui n'a aucun appétit, aucun intérêt à parler de cela, à moins que cela ne les concerne. Bien, je pense que c'est bien dit, Jean-Philippe. Sur le message, je dirais que la gouvernance doit faire 3 choses. Les acteurs doivent faire 3 choses. Adopter des principes communs ou des politiques communes en matière de vie privée, de technologie. Troisième, il faut mener par l'exemple en ce qui concerne les plateformes ouvertes. 3, il doit permettre
aux milliards d'étudiants qui n'ont pas accès à Internet pour acquérir des connaissances, d'avoir le même privilège que les autres afin de pouvoir avoir un emploi. Et en ce qui concerne le sommet du G8, j'aime bien les propositions de la salle. On n'a pas besoin de se réunir en personne. On peut avoir une communication numérique et on peut apporter des propositions tout à fait concrètes. Merci. Jean-Bernard, sur le G8, tout à fait d'accord. Nous n'avons pas eu assez de temps, mais nous avons besoin d'une plus grande participation organisée de la part des ONG. Deuxièmement, nous voudrions un retour d'expérience du G8, pas seulement nous qui parlons aux chefs d'État, mais qu'attendiez-vous? Est-ce que nous vous apportons les messages que vous attendez? Qu'attendez-vous du G8? Parce que cela n'a pas été officiellement en partie du G8, peut-être que ça devrait l'être en partie. Et sur la deuxième question, je pense que nous avons 5 ou 6 questions importantes qui sont dans le consensus de ce que nous attendons des gouvernements. Moi, je dirais 2 choses. Les gouvernements ne doivent pas s'immiscer lorsque le droit des contrats, les organisations privées gèrent le système de manière efficace. Deuxièmement, il y a une perturbation énorme dans un domaine et beaucoup d'innovateurs attendent une déclaration très forte sur la protection de la propriété intellectuelle. Merci. Bon, je ne vais pas essayer de résumer ou d'ajouter quoi que ce soit. Je voudrais simplement dire 3 ou 4 choses. Premièrement, il y a 3 mois, cette idée n'existait même pas. Et je voudrais remercier très vivement tous mes amis autour de la table et d'autres qui ont vraiment apporté leur soutien dès le premier jour et qui ont accepté de venir, de perturber leur propre agenda, de tout changer, de voyager, de venir pour participer à quelque chose qui était simplement une idée. Donc à chacun de vous, mes très vifs remerciements parce que sans cela, cet événement n'aurait pas eu lieu. Et je vous remercie du fond du cœur. Deuxièmement, et vous me pardonnerez car c'est un message tout à fait personnel et que ça a été un énorme travail de faire tout cela. Et le personnel du groupe Publicis a travaillé sous l'égide de Jean Brosse et ont travaillé, mais comme des fous, je peux vous dire qu'il y a 3 semaines, nous n'avions pas d'idée claire sur l'ordre du jour, le programme, sur la manière dont nous organiserions tout cela. Et rien n'était réellement dit clairement et nous avons décidé de le faire. Ils ont fait un travail remarquable. Je veux leur dire toute ma fierté, même s'ils n'ont pas montré l'image que je voulais montrer. Ils ont été formidables. C'est vraiment été de vrais membres du groupe Publicis. Merci. Et la dernière chose que je voudrais dire est qu'il s'est produit quelque chose pendant ces 2 journées. Nous n'avons pas été parfaits. Il n'y avait pas assez de femmes au panel. Il n'y avait pas assez de points de vue différents, même s'il y a eu des polémiques assez vives. Mais nous n'avions pas le temps d'inviter. Nous avons invité des gens qui ont décliné en disant « je ne viens pas parce que je ne peux pas venir ». Donc nous n'avons pas été parfaits, loin de là. Et
Si nous pouvons organiser un EG8 de manière régulière, même si nous ne parlons pas avec aux chefs d'État, et je ne suis pas convaincu qu'il soit nécessaire d'aller voir les chefs d'État. Nous sommes tous assez grands pour faire passer nos messages par les canaux nécessaires, par les voies nécessaires. Je pense que nous pouvons améliorer et peut-être que l'année prochaine, aux États-Unis, car l'année prochaine, le G8 se tiendra aux États-Unis. Donc si Barack Obama souhaite vraiment jouer Internet et si sa relation avec Eric Schmidt est telle qu'on l'a décrit. À tous.